Voilà, c'est parti cette fois. Donc je reviens à, l'échange de l'écran. Donc effectivement, je reviens là-dessus. C'est une introduction, qui va vous permettre, nécessairement de trouver des pistes de questions. Je vous rassure, on va bien, aborder, les échanges sur la notion de vision, soit à échéance, plus court terme, c'est-à-dire ça s'appelle la business intelligence, traduction la moins mauvaise en français, intelligence stratégique. Oser porter le curseur un peu plus loin, la prospective, et on va voir en parlant, un petit peu de ces thèmes-là avec vous, qu'il n'y a pas que Google, il n'y a pas que la NASA, il n'y a pas que, Renault, et les autres qui ont, la liberté de prévoir un peu plus loin que demain, c'est-à-dire après-demain. Ce sont des facteurs clés de succès indéniables qui vont nous permettre effectivement de travailler ensuite de façon plus sereine, toujours complexe, mais plus sereine sur l'innovation et le changement. Donc, mon parcours, bah, je dois, effectivement, masquer les commandes, voilà. Je dois, beaucoup aux hommes et aux femmes qui m'ont recruté, avec lesquels j'ai travaillé puisque donc ingénieur chimiste de métier, de passion, ah bah, en fait, je n'en ai jamais fait. Donc j'ai passé, un cycle ICG, comme vous, pendant que j'étais chez Orangina Pernod Ricard. J'ai donc démarré, Shell. Pendant même pas une année, c'est là que j'ai fait un peu de chimie. Je vous rassure, je n'en ai pas fait après. J'ai été recruté donc par, la filiale, qui était la société Orangina PME indépendante avant qu'elle soit rachetée par Pernod Ricard. Pourquoi? Parce qu'Orangina gagnait beaucoup d'argent et c'est loin d'être honteux. J'ai fait un périple ensuite dans l'univers de Nestlé, erreur de casting, j'en suis parti assez vite. J'ai traversé le miroir en passant, côté producteur emballage, emballage papier, carton ondulé sur des fonctions de direction commerciale, des clients stratégiques. J'ai co-créé une start-up, j'ai échoué, voilà, donc j'ai fermé cette start-up. J'ai ensuite rejoint le monde de l'ingénierie, et du conseil, au sein d'un groupe d'abord américain, Battelle, qui m'avait demandé de les aider à se diversifier dans le domaine du packaging. Je l'ai fait pendant 3 ans. Ils ont tout fermé en Europe, donc j'en suis parti. Et on parle d'innovation, je ne connaissais pas le concept, jeunes gens, comme j'ai eu une mission très rapidement en quittant ce groupe américain, j'ai, rejoint, le leader français du portage salarial, qui est une innovation, visionnaire d'un monsieur qui doit avoir 80 ans maintenant et qui s'est rendu compte avec 20 ou 30 ans d'avance que le monde du travail allait complètement être révolutionné. Donc ça m'a permis d'être, à mon compte, emporté par ce cabinet. Je pourrais en dire quelques mots s'il y a des intéressés. J'ai rejoint ensuite donc un cabinet, pompeusement appelé la Compagnie européenne d'intelligence stratégique, qui ne travaillait que pour les dossiers régaliens et l'armée. Et ils m'ont recruté, pour développer ces expertises dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la high-tech, rien à voir avec les ministères. C'est l'agriculture, l'agroalimentaire et les produits de grande consommation. J'accompagne donc quelques écoles d'ingénieurs, et de commerce, ainsi que leurs étudiants sur des tutorats, lorsqu'ils sont en alternance, notamment chez Renault et PSA pour des ingénieurs. Je dois beaucoup aux hommes et aux femmes qui m'ont permis d'être, moins mauvais et de me coucher plus instruit que ce que je me levais le matin. Donc l'ICG et je suis resté fidèle donc à ces groupes qui m'ont fait confiance et qui m'ont beaucoup apporté. Je fais partie, on parlera d'Open Innovation, donc je vous engage à vous inscrire gratuitement à la plus grosse plateforme de crowdsourcing en Open Innovation, qui est le groupe donc Innocentive aux États-Unis. Et pareil, de vous rendre plus visible sur le site, les réseaux et le web, en vous inscrivant, en candidatant au rôle d'expert GLR. Gerson Lehman Group est une plateforme de knowledge management qui est intéressante. Voilà un tout petit peu, qui je suis, et je vous autorise, lorsque vous aurez des questions complémentaires en plus des forums, du Bboard sur, stratégie et innovation,
de me poser donc des compléments de questions. Je ne serai pas très prolixe parce que mon temps n'est pas infini, mais je m'efforcerai toujours de vous répondre donc sur les thématiques qui seront les vôtres. Voilà, donc voilà un tout petit peu l'introduction. Le but n'est pas de parler de moi, le but est de, quelque part, avant de poursuivre les échanges avec vous, puisque c'est vous qui allez co-animer avec moi cette plateforme. Le but est vraiment de se rendre compte que quelque part, l'expertise, heu, ne l'expertise, les retours d'expérience sur l'innovation, le changement, il y a à la fois une partie bien évidemment méthodologique, fil d'Ariane, boîte à outils, sans lesquels on est démuni, et on ne peut pas fonctionner que par intuition. Par contre, il y a, j'en profite pour saluer les derniers venus, les prochains, donc bonjour à Claude, bonsoir à Lavenne, si Lavenne est le prénom. Donc pour, revenir là-dessus, j'ai eu une chance inouïe qui était souvent un petit peu, douloureuse lorsque les PDG n'acceptaient pas que j'apporte autant de remue-ménage et de remue-ménage dans les entreprises, le changement, il s'apprend les pieds dans l'eau. Et quelque part, si on n'a pas mis les pieds dans la glaise, c'est pas en restant sur la moquette douillette de son bureau qu'on va conduire des chantiers de changement. Donc voilà pourquoi je tenais à vous, d'abord par courtoisie, qui est le co-animateur Patrick à vos côtés. Et en conclusion, si j'ai accepté ces challenges depuis quasiment 92 et encore maintenant de construire, d'animer, d'enrichir des séminaires et des échanges, je le répète, j'avais une dette morale vis-à-vis de l'IFG. L'ICG m'a beaucoup apporté. Sans l'ICG, je n'aurais probablement pas eu autant, non pas de facilité, mais on va employer des litotes, j'aurais vécu bien plus douloureusement les 4 virages professionnels, dont certains des accidents assez douloureux, hein, et j'aurais eu du mal à rebondir. Donc je dois beaucoup à l'ICG et la moindre des choses, tant que j'en suis capable, c'est de partager, avec vous et avec d'autres, ce qui m'a permis, on va dire de mener un cursus professionnel, atypique. Alors, quelle est la durée du webinar? Ça, j'ai, répondu. On avait dit 1h30, donc jusqu'à 19h30, mais à votre convenance. Heu, on on va démarrer, s'il vous plaît, par, une première question. Donc, ne vous prenez pas la tête, je suis quelqu'un de très accessible, hein. On dit parfois, seules les réponses sont stupides, donc, sentez-vous à l'aise. Je vous écoute. Donc le principe du webinar pour éviter, des effets Larsen, vous n'avez pas accès au son et j'en suis confus, donc je ne peux pas vous écouter, mais je souhaite vous lire, soit par le chat, soit par, les questions-réponses en activant une petite main, si vous, me posez la question par le chat. Donc, on y va. Quelle est la première réflexion, le premier sujet, le premier retour d'expérience, le premier questionnement que vous souhaitez que nous abordions quand on croise donc, les, leviers, stratégie, vision, business intelligence slash, prospective, si on met le curseur un peu plus loin et si on remplace le chronomètre par la boussole et ensuite, effectivement les, réflexions, retours d'expérience sur, l'innovation, terme parfois trop galvaudé, utilisé à hu et à dia, sans ce que j'appelle le BSP. BSP, cherchez pas, hein, c'est pas British Strategy, tout ce que vous voulez, c'est le bon sens paysan. Heu, J'avais ironisé auprès d'un cabinet anglo-saxon qui intervenait avec moi sur une CCI, et qui moi aussi je jargonne, hein, mais lui avait jargonné quasiment toute sa conférence, donc c'était insupportable, et j'ai juste dit que moi je ne parlerai avec mes clients, qui étaient là d'ailleurs, j'avais souhaité co-animer avec un de mes clients. Je n'utiliserai que le bon sens paysan, qu'on a tendance à perdre, donc il faut faire attention.
Claude Lavenne, Vincent, Huao, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des premières questions? On y va. Charlotte m'a confirmé que vous m'entendez, que vous me voyez. Donc, s'il vous plaît, enclenchez le processus interactif par une première question, puis une deuxième. Je prendrai mes notes comme un écolier. Mais j'ai besoin effectivement de vous entendre. Ah, on y va. Première question. Super. Merci. Lavenne, pas de question. En quoi consiste l'open innovation? Merci Vincent. Alors, l'open innovation. Alors, si on veut être puriste, on a besoin, en tout cas moi j'ai besoin, dans ce métier, dans ces métiers qui ont été les miens, de Sherpa du changement, hein. C'est un terme que j'aime bien parce que certains de mes PDG m'appelaient comme ça, en disant: «Patrick, tu nous aides à porter parfois de lourds fardeaux». Alors certains plus ambitieux me disaient: «Ouais, Sherpa, c'est pas noble, tu portes les bagages des autres». Bah oui, mais écoutez, il se trouve que, je n'étais pas bâti pour être un très bon numéro un. Donc, on me reconnaissait plutôt d'être un bon ou un très bon numéro 2. Donc porter les bagages des autres, si ça sert à la collectivité, pourquoi pas? Et donc, pour revenir à ce terme-là, le 1er gars qui a, commencé à travailler aux États-Unis sur la notion d'open innovation, c'était fin des années 80. Donc vous voyez, c'est relativement récent. Si j'avais Je suis un homme d'image et de citation, heu, si j'avais une image à partager avec vous, je commencerai par partager, celle du paradigme du marteau et des clous. Je disais, avant que Claude et Lavenne nous rejoignent, que, ce qui est important, c'est la mise en pratique et on va revenir à ces notions-là. Et avant de répondre à la question très pertinente de l'open innovation, si nous n'avons paradigme du marteau et des clous, si dans notre boîte à outils, de notre faute, de la faute de nos équipiers, de la faute de nos N+1, de la faute de nos dirigeants, nous n'avons pas connaissance d'autres outils que le marteau, nous ne verrons les problèmes que s'ils ressemblent à des clous. Et c'est dramatique parce que même quand nous verrons une vis, le cerveau va aller chercher une image dite de mimétisme et va nous dire c'est un clou. On va prendre le marteau, on va taper dessus et on va absolument pas résoudre le problème. Et comme la plupart des problèmes ressemblent à tout sauf à des clous, vous devinez que si on ne fait pas cet enrichissement pédagogique, didactique, d'expérimentation, en rentrant dans notre boîte à outils, d'autres concepts, d'autres modèles, d'autres retours d'expérience, ben, on va voler en éclats à chaque incident, quoi. Donc, Open Innovation, les travaux aux États-Unis ont vu le jour et j'ai envie de dire, je ne parle jamais de bouquins ou de retours d'expérience si je ne les ai pas, lus en entier. Certains sont rébarbatifs. Donc si vous m'y autorisez, je vais prendre un schéma, que j'aime bien. S'il est insuffisant, vous me poserez des questions complémentaires, hein. Alors on y va. Je vais aller puiser, je l'ai dit, hein, soit dans des dossiers complémentaires que je remets à toutes les promos ICG parce qu'au travers de 2 jours de séminaire, j'aborde avec eux des sujets qui ne sont pas dans mes supports. Donc, les supports, je les construis sous forme de e-book, qui sont e-book, pas de hibou, mon accent du sud. Et ils sont bien plus riches que ce que l'on peut aborder. Donc, je vais là, aller chercher des supports sur les derniers séminaires que j'ai animés donc, en Afrique. En fait, faute d'être sur Abidjan comme je l'étais en octobre, c'était par Zoom avec une quarantaine de vos collègues, répartis dans 9 pays différents. Donc c'est un extrait, du séminaire que j'ai construit et revampé, sur le management du changement et de l'innovation.
Je vais aller vous chercher une diapo que j'estime représenter. Si elle n'est pas en réponse à votre question, n'hésitez pas, vous me tirez les oreilles. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver et on y arrive même là très très rapidement sur donc l'open innovation avec un schéma qui est un schéma clé qui est ici. Voilà. Donc le premier, on va dire, chercheur en management sur l'open innovation, lisez pas ses bouquins, ça ne vous apportera rien, hein. Donc c'est Henry Chesbrough de Berkeley qui a commencé à travailler sur les concepts de l'open innovation en 93. Moi, je m'adresse, je pense que vous faites tous l'ICG ou les programmes diplômants identiques. Je vais caricaturer un tout petit peu. Alors, ce que vous trouvez en bas là sur ma diapo, c'est que je glisse de plus en plus des vidéos, soit que j'ai le temps de montrer aux auditeurs ICG qui co-animent avec moi les séminaires ICG, soit ils les auront en termes d'accès. Je ne dis pas que le modèle de gauche que je vais un petit peu commenter est dépassé, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les entreprises, je vais être caricatural, qui se contentent de faire ce qu'on appelle du marketing ou de la stratégie push. J'ai des technos, j'ai des expertises, j'ai des services et je vais pousser au travers du tube de l'innovation ces savoir-faire essentiellement endogènes pour atteindre un marché donc bien ou mal défini. Et là, on va se poser la question tous ensemble ce soir de l'acuité de la segmentation stratégique. Et j'ai aucune honte, aucun complexe de dire que en 91, quand j'ai fait l'ICG, 90 et 91, j'ai découvert un Jules Verne, un Léonard de Vinci en Michael Porter, hein, qui quasiment a été à la base, avec 30 ans d'avance, de la plupart des concepts stratégiques sur lesquels on travaille encore aujourd'hui et qu'il a bien su moderniser. Et pour preuve, il continue à bosser pour les petites entreprises, pour les gouvernements, pour les grands groupes, et il a su actualiser son schéma de Porter. Donc, on reviendra sur les notions de DAS. Donc, OK, si j'arrive à vivre avec un business model, avec un modèle économique qui fait que je peux faire que du push par rapport à mes compétences internes, OK, ben je pousse. Mais avouons que ce modèle est quasiment révolu. Même ceux qui ont des bardés de brevets aujourd'hui ne peuvent plus travailler en manque d'oxygène, c'est-à-dire ne travailler qu'en interne. Donc, vous avez nécessairement entendu parler de l'approche marketing push, marketing pull, donc tiré par les besoins du marché, les besoins des clients. Et j'ouvre une parenthèse fondamentale, et si jamais j'oublie, jeune gens, relancez-moi avant la fin du webinaire pour que je vous parle d'une des méthodes, d'une des approches, d'un des modes de pensée les plus puissants qui m'ait été donné de connaître depuis 35 ans et que j'utilise sans échec, comme je ne suis pas quelqu'un de génial. Si, en utilisant cette approche, j'ai enregistré avec mes équipes, avec mes clients, avec mes dirigeants des réussites, comme le mec Patrick Honchou, il n'est pas génial, c'est que la méthode est géniale et que je sais m'entourer de gens qui ont des compétences que je n'ai pas. Donc, on parlera de comment recenser le besoin client. Beaucoup en parlent, mais peu savent le faire. Donc, en bleu, bah, effectivement, c'est ce qu'on a identifié, ce qu'un client a formulé qui va nous permettre de rentrer à l'envers dans le processus de l'entreprise. Les flèches bleues, jeunes gens, ce sont l'ouverture d'où Open Innovation. Dans le tuyau qui est représenté par un entonnoir ici, c'est la nécessité de faire rentrer dans le mode de pensée, dans le mode de traduction des besoins clients, ou non clients d'ailleurs, on y reviendra, faire rentrer de l'oxygène et de la plus-value de l'extérieur. Donc l'entonnoir, il y a des trous, ce ne sont pas des pertes de charge. C'est pour permettre, dans le processus d'idéation, de génération des idées qui va conduire derrière à l'innovation,
de rentrer en bleu à la fois des compétences techniques extérieures, de pouvoir aller vers de l'essaimage, du joint venture industriel, pardon, je n'ai pas terminé, de vendre, de louer des compétences extérieures par des licences et d'enrichir donc le processus d'innovation par des ressources venant de l'extérieur. Et on aborde irrémédiablement, parce que la vraie vie, c'est celle que vous vivez, c'est celle que je vis, même si en tant que néo-retraité, je prends un petit peu de recul, mais je ne m'arrête pas de bosser parce que c'est ma tasse de thé, hein. Qui dit open innovation dit frein au changement. Et c'est pour ça que dans le titre que l'IFG m'avait demandé pour le webinaire de ce soir, j'ai couplé forcément les mots changement, innovation et vision. Et oui, parce que ceux qui ne veulent pas, ceux qui ont peur de ne pas maîtriser, certains dirigeants du 19e siècle, encore existants au 21e siècle, vont vous dire: «Ah non, non, mais c'est confidentiel, c'est confidentiel. On ne peut pas faire rentrer des ressources extérieures parce que c'est confidentiel, c'est secret». Heu, j'ai envie de leur dire, en les respectant: «Vous êtes naïfs, mais arrêtez de vouloir nous faire avaler des couleuvres. On sait gérer aujourd'hui la confidentialité avec la propriété intellectuelle, avec des accords de confidentialité bétonnés, heu et de toute manière, comme le disait un des fondateurs d'Oracle, ou le fondateur d'Oracle, par loi démographique, il y a plus de gens intelligents à l'extérieur d'Oracle qu'à l'intérieur. Donc se priver aujourd'hui, à condition de savoir l'utiliser, à condition de savoir préparer à quel endroit on va mettre les trous dans l'entonnoir et à quel moment on va faire intégrer les ressources bleues extérieures. Et là, effectivement, en travaillant à plusieurs, on va mettre en œuvre un processus d'oxygénation mentale de l'entreprise qui va forcément conduire à bien plus de cibles que si on avait travaillé seul. La diapo qui suit, donc je cite toujours mes sources, jeunes gens, hein, et je l'aime bien, euh, part d'une pyramide inversée avec les idées, n'est-ce pas, qui sont en bas de la pyramide et qui ont pour ambition de monter en haut de la pyramide de manière effectivement à générer de l'innovation. Je n'ai pas le temps de vous accabler sur de la sémantique, mais quand même un peu. Si je vous fais réfléchir sur quelle différence y a-t-il entre innovation, découverte, invention, c'est pas pour le plaisir de vous torturer les synapses en cette fin de journée, c'est simplement se rendre compte, je vais prendre encore un raccourci, l'innovation, elle se distingue de l'invention et de l'innovation et de, excusez-moi, de la découverte par le fait qu'elle doit être visible dans les chiffres financiers de l'entreprise. Une innovation, elle est vendue. Elle a pour finalité d'améliorer le chiffre d'affaires, mais surtout pas que, la marge sur coût matière, la marge nette, quelque part les KPI qui permettent de dire en 2020, voilà les X% qui sont dus réellement à de l'innovation servicielle, de traitement de données, organisationnelle, de gouvernance, et on retrouve les stratégies génériques, effectivement initiées par Porter et développées depuis par bien d'autres. Donc, l'innovation, dès l'instant où elle est vendue, il faut qu'on regarde et qu'on se rende compte que la R&D, déjà, ça n'a plus de sens. Service R&D, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est pas le nom qu'on donne à un service, c'est pas le nom que l'on a sur sa carte de visite, mais qu'est-ce qu'on y fait? C'est-à-dire, processus, j'y fais quoi? Donc, le niveau 0, R&D/innovation. Niveau 1, mais bon Dieu, les gens qui bossent avec nous sont détenteurs de savoir. Mais par, malheureusement, des postures négatives liées au management que j'appelle à la batte de baseball, parce qu'ils ne sont pas à des statuts hiérarchiques suffisants, on les sollicite pratiquement pas, voire jamais, selon les organisations. Nos fournisseurs, niveau 2, oui, j'ai acheté des machines quand j'étais dans l'univers industriel et parfois j'ai exagérément donné la primauté à la productivité des machines, à la rigueur, à l'efficacité des leaders mondiaux constructeurs de machines. Et j'oubliais le petit constructeur de machines qui n'était pas brillant, qui ne pouvait pas répondre à mes critères à court terme de fiabilité, mais qui était un inventeur en puissance.
Ça s'appelait pas start-up à l'époque. Donc, arrêtons et faisons un vrai marketing achat, comme on est censé faire un marketing commercial. Repérons les fournisseurs, les non-fournisseurs qui peuvent nous aider à innover. Parce que si pour une fois, on leur demande non pas de baisser les prix, mais de participer à un sous-ensemble du projet en se protégeant en propriété intellectuelle, ben vous allez voir qu'ils ont probablement un potentiel d'innovation, sauf qu'on ne les sollicite jamais. Donc c'est de la castration. C'est de la castration. Alors vous allez me dire, oui, mais Patrick, quand on achète, il faut améliorer le budget achat. Oui, pour aujourd'hui, peut-être pour demain, mais pour après-demain, on est quasiment persuadé que l'obsolescence programmée des compétences et de nos modèles de business actuels, l'obsolescence programmée va faire que si on ne prépare pas demain, on est fichu. Les clients, ah ouais, mais Patrick, les clients, c'est confidentiel. Et puis, dis donc, j'ai pas confiance dans ce client. OK, mon gars, ben, tu commences par segmenter tes clients. Tu commences par repérer ceux qui sont stratégiques par domaine d'activité stratégique, pas au sens global de l'entreprise, et mets-les dans la boucle. Parce que la différence entre des startups et des sociétés un peu plus lourdes, c'est que les startups n'hésitent pas à tester, à se planter, ce qu'on appelle le POC, Proof of Concept, ce qu'on appelle le MVP, Minimum Viable Product, produit au minimum viable, on sait que ça va tenir, on sait que ça va foirer aussi, mais on le reprend vite au garage et on le modifie. Et ça, tu peux le faire que si tu es dans un esprit de confiance contractuelle avec un client ou un non-client. Communauté d'innovation, jeunes gens, je me suis permis de mettre sous ma carte de visite donc membre solver de Innocentive. Innocentive, c'est du crowdsourcing. Le crowdfunding, c'est le financement collaboratif, vous le savez. Le crowdsourcing, il est de plusieurs natures. Et en open innovation, le crowdsourcing, ce sont des algorithmes, des sociétés courageuses qui se sont rendues compte qu'il y a des centaines de millions d'hommes et de femmes sur la planète qui ont laissé des traces positives sur leur capacité d'invention, d'innovation. Et donc, qu'est-ce que c'est que le crowdsourcing? Si vous allez sur Innocentive, et vraiment, je vous engage à vous inscrire gratuitement, il y a ce qu'on appelle des solvers, c'est-à-dire c'est vous, et il y a des seekers, des sociétés qui lancent des appels d'offres anonymisés et qui mettent à contribution les centaines de millions de personnes qui sont susceptibles de répondre à tout ou partie d'un petit bout d'innovation. Et comme ils sont nombreux, la loi des grands nombres fait qu'ils auront bien plus d'idées. Vous savez, pour qu'un groupe comme Airbus, comme Boeing, qui souffre de l'effet virus, bien évidemment, ou comme un groupe comme Procter et Gamble, sur plusieurs DAS, annonce que 40% de leurs innovations ont impliqué les communautés d'innovation, dont Innocentive, retenons deux choses. Un, s'ils l'annoncent, c'est que c'est vrai. Deux, s'ils annoncent un pourcentage, c'est que ce pourcentage est faux, c'est parfois bien plus. Et voilà, quoi. Eux, grands groupes, ils sont allés chercher à l'extérieur l'oxygénation de ces inventeurs. Comment ça fonctionne? En deux mots. Ils sont allés débaucher des programmeurs des réseaux sociaux, de Google, de Yahoo et d'autres, pour que les algorithmes puissent repérer Monsieur X, Madame Y sur la planète par rapport à sa traçabilité visible sur le web. Je ne parle pas des voyous et des terroristes qui sont dans le web invisible, hein, ou des mafias. Et donc, ils repèrent les personnes par rapport à une thématique d'un besoin client sur une innovation. Ils les shortlistent. Ils disent aux clients, tiens, les personnes qui ont co-animé avec Patrick le 2 décembre un webinar Institut français de gestion, posture de futur MBA, waouh, ils ont eu en posture, en soft skills, important, la volonté d'apprendre, la volonté de changer leur point de vue sur leur métier, sur leur entreprise, sur leur devenir. Donc, ils sont plutôt positifs dans la volonté de remettre en cause leurs acquis. Très bien. L'un d'entre eux a travaillé dans l'industrie automobile. Très bien. Il n'y est plus. Tiens, le fait qu'il n'y soit plus,
peut peut-être lui donner une liberté, une objectivité d'analyse des problèmes, problem solving, on va le solliciter. Et c'est comme ça que ces plateformes vous shortlistent, vous sélectionnent, soumettent votre profil qui de toute manière est en source ouverte sur le web ou sur les réseaux sociaux, en parle au client. Et quand le client détecte avec leur aide une complémentarité de compétences, cette fois, vous passez à un deuxième étage de partenariat, un contrat propriété intellectuelle extrêmement bétonné. Et en fait, vous faites partie de l'équipe de projet mondiale et virtuelle qui va travailler sur un sujet donné par Procter et Gamble. Les rémunérations vont de quelques centaines, si vous apportez peu de choses, quelques milliers, ça peut atteindre des millions d'euros hein, quand vous contribuez par votre intelligence à activer un processus d'innovation auquel l'entreprise n'aurait pas pensé. Donc voilà la réponse que je souhaitais formuler. Ah, nous ne voyons pas la diapo. Ah, ah, ah. Alors, je vais y revenir, pardon. Est-ce qu'on voit la diapo cette fois, s'il vous plaît? Ouais, impeccable. Oui, génial, génial. Mes plates excuses, mes plates excuses. Donc, je reviens à la diapo précédente, au risque qu'elle n'ait pas été partagée. Donc, la diapo précédente, donc, c'était la comparaison hâtive de à gauche, processus d'innovation dit push, je caricature, je fais tout en interne, je pousse et le marché va se contenter de ce que j'ai fait. Je ne dis pas que c'est désuet, mais ça ne marche plus systématiquement. À droite, le même processus, open innovation, on fait des trous dans notre tube qui là est un entonnoir d'idéation, de manière à ce qu'on continue à pousser les flèches rouges, n'est-ce pas? On fait du licensing, mais aussi nous allons intégrer des ressources de l'extérieur. Des ressources de l'extérieur qui sont à la fois des compétences, des réseaux de labos de recherche, des startups qui ont été repérées. Alors, bien sûr, si on n'a jamais fait d'intelligence stratégique et de prospective, on ne va rien repérer du tout. Donc, on voit bien que ce sont des poupées gigognes. Hein. C'est une approche systémique, au sens de Michael Porter, où si tu veux savoir quelles sont demain les startups qui vont pouvoir t'aider, bah, il faudrait déjà que tu aies un semblant de vision. Donc là, on est en processus d'open innovation et veuillez m'excuser, la diapo qu'il vous manquait, c'est donc les différentes sources qui vont nous permettre de transformer les idées en innovation. Je ne vais pas répéter parce que le son a été bon. Ne restons pas qu'en interne, c'est pas possible. Si nous n'ouvrons jamais les portes, jamais les fenêtres de nos salles, nous allons être atrophiés par manque d'oxygène. Et j'aime bien les métaphores de l'ascension, des ascensions des monts. Il y a 14 sommets de plus de 8000 mètres sur la planète et je fais souvent réfléchir mes clients et les entreprises et les cadres qui font l'ICG sur cette thématique. Quand on monte à plus de 4000 mètres, on perd 30 voire 40% d'oxygène. Donc, plus on va monter dans la volonté d'innover en rupture et pas de façon incrémentale, ça ne suffira pas tout le temps, plus on aura besoin d'oxygène. Et cet oxygène, ne rêvons pas, on va le trouver à condition de mettre dans la boucle nos salariés, nos équipes, les fournisseurs, je l'ai dit, certains clients stratégiques ciblés, les communautés et les plateformes de crowdsourcing, dont Innocenti. Donc voilà, oui, c'est parfait, parfait, parfait. Je suis vraiment confus. Désolé, qu'il y ait eu ce bug. Je vous remercie de votre tolérance. Est-ce que, quelque part, je suis conscient que je prends des raccourcis? Est-ce que, quelque part, open innovation,
ça correspond un petit peu à l'idée que vous vous en faisiez? Et est-ce que vous avez, dans la foulée, d'autres questions, qui s'ouvrent à nous? Alors, je suis conscient d'avoir abordé un certain nombre de points, donc complètement disponible, n'est-ce pas, pour, poursuivre. Lavenne, Vincent, Juhau? Alors, pour repérer, si on reste sur la thématique de l'open innovation, et ça me va bien, pour repérer les acteurs extérieurs qui vont nous permettre de d'être meilleurs à plusieurs que si nous restions endogènes, en interne. Là, effectivement, si l'entreprise, je vais encore employer un terme imagé, ne m'en voulez pas, n'a pas mis en place une personne, un homme, une femme, qui est la culture, la curiosité, de surveiller au sens noble du terme et pas au sens espionnage industriel, c'est-à-dire une culture de vigie, hein, en haut du mât sur les bateaux, terre en vue. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de terre. Monter en haut du mât ne suffit plus. Et donc là, il faut véritablement, pour mieux préparer les processus d'innovation et d'open innovation, mais pas que, mettre en place ce qu'on appelle la business intelligence, dont la traduction française intelligence économique me déplaît. Ça laisse penser qu'il n'y a que la surveillance des facteurs économiques qui peut permettre à une entreprise de mieux se préparer à demain. C'est une grave erreur. Et on voit où l'aveuglement exclusivement des KPI, des indicateurs de performance financiers, ont conduit et continuent à conduire les entreprises. Donc, le terme le moins mauvais que je me suis approprié sans l'avoir inventé, effectivement, ayant travaillé 6 ans dans un cabinet spécialisé en intelligence stratégique, le terme intelligence stratégique me va bien parce qu'il consiste à mettre des sondes pour humer au sens multisensoriel, entendre, voir, toucher, regarder, détecter ce qui peut se passer autour de nous. Et autour de nous, bah, écoutez, désolé, hein, je n'ai pas de royalties, vous non plus, je pense, avec Michael Porter. Un schéma me vient immédiatement à l'esprit, sur l'approche dite systémique, hein, que l'on va aller chercher avec les travaux absolument spectaculaires de Michael Porter. Donc, alertez-moi si jamais on ne le voit pas. Ah, pardon. Je vais rechercher Porter, le voilà. Là, là. Partagé. Donc, je pense qu'on le voit à l'écran, n'est-ce pas? Si vous ne me posez pas de questions pour m'alerter, c'est qu'on le voit. Michael Porter, ce génie, c'est probablement, lorsque j'ai fait ICG, l'image mémotechnique que je n'ai plus jamais oubliée, cette approche donc à 360 degrés, où Michael Porter nous dit, et il le disait mieux que ça, ne soyons pas obnubilés, ne soyons pas aveuglés, tiens, déjà un problème d'optique et d'ophtalmo, uniquement par nos concurrents directs. OK, les 5 forces de Porter, F1, les forces concurrentielles qui nous opposent à nos concurrents directs dans les DAS, domaines d'activité stratégique, dans les DAP, domaines d'activité potentielle, ceux qui, demain, doivent être inventés pour mieux vivre la transformation de l'entreprise et du marché. Et on parle aussi de DUS, domaine d'usage. Ça, c'est lié à une des stratégies dont vous avez certainement entendu parler, qui est l'économie de la fonctionnalité. Dans fonctionnalité, il y a fonction. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que plusieurs entreprises, n'est-ce pas,
sur un DAS n'arrivent plus à gagner leur vie. Donc, avant d'abandonner le DAS, elles regardent quelles sont les stratégies qu'elles peuvent mettre en place pour rester sur le DAS et avoir encore un avantage concurrentiel. Eh bien, l'économie de la fonctionnalité, je vais vous citer plusieurs exemples, hein, c'est ne plus vendre le produit au sens de l'offre que l'on a, mais louer l'usage que va en faire le client. Deux exemples industriels. Pourquoi je vous donne des exemples industriels? Parce que sans dénaturer les GAFA, tant que c'était Blablacar, Airbnb et Uber, bon, j'ai dit, ouais, ok, c'est dans leur modèle économique. Mais quand Michelin, sur certains DAS, des poids lourds, des logisticiens, a arrêté attends, une question-réponse. À quel moment peut-on dire qu'une stratégie est intelligente? Oh, bonne question. Vincent, bonne question. J'y viens juste après. Merci, Vincent. Donc, économie de la fonctionnalité. Moi, j'admire ces industriels, hein, vous imaginez les kilomètres d'usine qu'il faut pour fabriquer un pneumatique. Et il y a des gens, des hommes et des femmes courageuses qui sont allés voir la direction générale après des années de modélisation et d'algorithmes en disant, écoutez, on ne peut plus vendre notre pneu. Il est bon, il est très bon, supériorité produit en termes de stratégie, n'est-ce pas? Mais malheureusement, nos clients ne peuvent plus se le payer parce qu'il est trop cher. Et déjà, c'était 3 à 5 du marché des pneumatiques qui venaient des offreurs moins 10 ans. J'aime pas le terme low cost. Low cost, bas coût, vous imaginez, on dévalorise ces gens-là. Si le mec, il a identifié que pour gagner sa vie, il peut fabriquer un produit non breveté, un produit moins génial que les concurrents, et que ses clients lui payent, même s'il est 20 moins cher que le marché, il va peut-être gagner une marge supérieure à celle que tu vends toi en produit premium. Donc, je ne critique pas les professionnels qui font du low cost, j'enlève juste le mot low et je le remplace par just, au juste coût. Donc, quand Michelin a commencé à regarder ça, c'était à peine 5 du marché qui était envahi par les producteurs de pneumatiques de moins bonne qualité venant de Chine et d'ailleurs. Aujourd'hui, jeunes gens, c'est plus de 30 y inclus dans l'automobile. Donc, qu'ont fait ces mecs-là? Ils ont eu l'intelligence de tester une innovation, une open innovation consistant à dire à certains logisticiens, messieurs, n'achetez plus les pneumatiques. On va vous louer l'utilisation des pneus que vous allez mettre sous vos camions. On va vous le louer au kilomètre. Vous imaginez la révolution intellectuelle et d'innovation que ces mecs ont dû mettre en œuvre en décidant de ne plus vendre sur certains DAS les pneus, mais de les louer. Dernier exemple, mais par le jeu des questions-réponses, étant donné que et je vous le redonnerai en fin de séance, que vous avez mon mail, pourquoi pas, si vous avez des questions complémentaires. Deuxième exemple qui, moi, m'a interpellé en disant « Waouh, c'est un signal faible, c'est une tendance, c'est un tsunami ». C'est quand certains fabricants de compresseurs en Allemagne, des gros compresseurs qui consistent à prendre un gaz à l'instant T et de le comprimer à un instant T1. Eh bien, pareil, pour des raisons de viabilité ou de stratégie intelligente, chers collègues, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus s'en sortir en le vendant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le mètre cube de gaz produit pour leurs clients. Donc, quand des industriels ont le courage, l'intelligence de dire « ma stratégie de vente d'un produit trop cher, d'un produit trop compliqué n'est plus bonne », avant d'abandonner, je vais louer l'usage que les clients vont en faire. Donc, on est déjà, chers collègues, sur la réflexion de votre question. Est-ce que la stratégie est intelligente ou pas? Si elle continue à te permettre de vendre avec prix de vente supérieur à coût de revient complet, si elle te permet de ne pas perdre tous tes clients, voire d'en garder, si elle te permet de continuer à avoir un avantage concurrentiel sur le DAS, qui est toujours le cœur du réacteur de Michael Porter, là, le cercle bleu, ben, elle est peut-être conne, mais elle est intelligente parce qu'elle répond aux indicateurs financiers d'abord ou de transition. On peut tout à fait admettre, moi j'ai autorisé certains de mes équipiers à, dans leur budget, me dire 2021,
je vais perdre encore de l'argent sur ce DAS et sur ce client, et 2022, grâce au ROI, grâce à d'autres leviers, grâce à la version 2, je vais avoir X% de marge. Donc, perdre de l'argent est difficilement admissible au niveau financier, mais je regrette, ça peut être une piste intéressante. Donc, je reviens à Michael Porter. Oui, il faut surveiller ses concurrents directs. Et Michael Porter nous a dit, de façon bien plus intelligente que moi, que ce que je vais répercuter, regardez donc de façon systémique, à 360 degrés, ce qui se passe autour de vous, de vos DAS, de vos concurrents directs. Ici, à droite, il y a les marchés, les clients des clients. Et pourquoi je me permets d'enrichir en disant clients des clients? Parce que ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est ceux qui ne se contentent pas en tant que fournisseurs de regarder leurs clients et leurs besoins, mais d'aller un peu plus loin en regardant les besoins des clients et ils remontent à l'envers. Et en remontant à l'envers la chaîne de la valeur, hein, on arrive à voir sacrément de choses. Qu'est-ce que c'est un prospect? Excusez-moi, je visite avec vous la logique qui n'est pas que sémantique de la stratégie de choix pour ces DAS. Un prospect, c'est quelqu'un qui nous connaît en tant que fournisseur, mais il n'est pas encore passé client. Pourquoi? On est responsable en partie, lui aussi. J'aimerais, jeunes gens, vous faire partager quelque chose qui est beaucoup plus récent, qui est lié aux deux stratégies que vous connaissez, qui sont remarquables, stratégie Océan Bleu, dont vous avez entendu parler, et Cap sur l'Océan Bleu. Ils ont mis en exergue ce qu'on savait peut-être, c'est la notion de non-client. Qu'est-ce que c'est un non-client? Un non-client, c'est un client qu'on a perdu. Si on n'est pas capable de le rattraper ou de savoir pourquoi il s'est tiré, il va alimenter le pipe de nos concurrents. Parce qu'un client non satisfait, je peux vous dire qu'il a envie de parler et il a pris tellement de baffes qu'il a envie de vous expliquer ce qu'il attend. Il va mieux formuler ses objectifs. Alors on va dire, ouais, mais Patrick, c'est ennuyeux, les non-clients, ils ne reviendront pas. Ouais, mais essaye de savoir pourquoi tu les as perdus. Et puis, de la même manière que tu as des non-clients, nos concurrents ont aussi des non-clients. Donc, regardons un peu ce qui se passe des non-clients. Du côté des non-clients, j'aimerais attirer votre attention sur le terme de suspect. On n'est pas en train de faire du pénal, hein. Il y a beaucoup trop de voyous, politiciens ou autres, qui sont en liberté. Ils n'ont même pas été suspects au terme pénal. Non, suspect en termes marketing stratégique, jeunes gens, c'est quelqu'un qui ne peut pas devenir prospect parce qu'il ne sait pas que nous, fournisseurs, nous existons. Vous imaginez la puissance des réseaux sociaux? Il y a 2,5 milliards de suspects sur Facebook. Donc, arrêtons de dire, ouais, on a entamé une bonne transformation digitale dans notre entreprise. Ouais, c'est du baratin tout ça. Est-ce que tu as vraiment mis en place des jeunes qui ont une culture quasiment native du community management et qui sont capables d'explorer, pas uniquement LinkedIn et Viadeo, qui sont modèles qui sont en train de disparaître aussi de la planète, ils ont bien vécu, hein. Mais le community manager explique pourquoi L'Oréal paye 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois sur certaines blogueuses, parce que ce sont des ambassadrices de marque qui vont toucher en pourcentage 2,5 milliards de personnes sur Facebook, Twitter, Instagram et autres. Et si je prends X% des 2,5 milliards, bah c'est bien mieux que la pub qui va me coûter 500 000 euros avant le match de foot de 20h30. Donc, on va devoir regarder de façon différente par l'intelligence stratégique, c'est le petit rectangle bleu que j'ai mis là-haut. On va regarder nos concurrents directs, on va regarder nos DAS, ce qui s'y passe, on va regarder nos marchés, et quand de base, je vais vous expliquer pourquoi. On va regarder nos fournisseurs, rappelez-vous, est-ce que vraiment on fait du marketing achat intelligent ou est-ce qu'on fait la course au prix d'achat le plus bas? À force de triturer un fournisseur, s'il trouve un client meilleur, il va nous abandonner et on va peut-être perdre un patrimoine d'innovation. Donc, à l'époque, Porter en vert appelait ça les risques et les opportunités technologiques. On peut rajouter les compétences aujourd'hui, knowledge management, les services associés. Et en bleu, c'était la chaîne de la valeur. Il avait dit, même si on fait tout ça, on a intérêt quand même à se protéger par des barrières à l'entrée des nouveaux entrants. Et voilà les 5 fameuses forces concurrentielles de Porter. F1, concurrent direct. F2, tout ce qui va nous lier, nous opposer, ne rêvons pas, au marché, au pluriel.
F3, nos rapports de force avec les fournisseurs. Si on est 128e sur la file d'attente d'un fournisseur qui a le monopole parce qu'il a un brevet, si on est petit, rêvons pas, on n'aura jamais les bons prix, on n'aura jamais les bons délais par rapport à nos concurrents. F4, qu'est-ce que je fais pour tenter d'anticiper les risques et opportunités en termes de techno? Et F5, comment je me protège des nouveaux entrants? Chers collègues, pour revenir à une des questions sur est-ce que c'est une stratégie intelligente, je n'ai pas le droit, en ayant fait l'ICG, en continuant à animer des séminaires pour des cadres et des dirigeants tels que vous, de me priver de l'obligation, c'est une obligation, de vous faire réfléchir sur une palette de 10 stratégies, si possible intelligentes. Et sur ce schéma, sur lequel je structure la plupart de mes missions, hein, pas que, Uber, il fait quoi, lui? Eh ben, Uber, comme toute start-up, ils ont une stratégie que j'ai nommée de la contestabilité, parce que le terme en français n'existe pas. Ils se fichent malheureusement d'avoir un taux de mortalité important. Ils rentrent par les petits trous des barrières à l'entrée, Uber, là, et s'ils survivent, ils testent un petit bout avec un client, alors que nous, on n'a jamais développé quoi que ce soit avec des clients, je caricature un peu, hein. Et donc, ils vont tester, ça ne marche pas, ils ressortent quand ils peuvent survivre et ils vont modifier le produit et ils reviennent. Et ces startups d'Amazon deviennent le monstre mondial aujourd'hui du logisticien hors pair, dont les facteurs clés de succès et les avantages concurrentiels, ce n'est pas les camions, il n'en a pas. Ce n'était pas de vendre des bouquins, il n'en avait rien à foutre. Il a démarré comme ça. C'était de coordonner sur la planète entière la recherche par des algorithmes extrêmement puissants, par le cloud, par les big data, par l'intelligence sémantique, hein. Vous êtes capable de trouver n'importe quoi sur Amazon et il te livre un jour ou 2 jours après. C'est spectaculaire. Un ami travaille chez Renault. Une usine Renault était en arrêt. Euh, les responsables, pourtant, des pièces de rechange disaient: «Impossible, mon fournisseur peut pas, impossible, je n'ai pas dans d'autres usines Renault quelqu'un qui me prête les pièces» et mon ami est un homme extrêmement flexible, véloce, agile, curieux. Ben, il est allé sur Amazon, jeune gens, et il a trouvé la pièce de rechange et Amazon Prime l'a livrée en 24 heures. Voilà pourquoi aujourd'hui, ceux qui pensent qu'Amazon était très bon dans la vente de bouquins sur le web n'ont rien compris. Donc, il y a qu'un truc que Porter n'avait pas vu, et forcément, qui l'aurait vu dans le début des années 80, c'est les nouvelles technos, c'est le web 3.0, 4.0 avec l'industrie 4.0 maintenant, et donc c'est la sphère que le cercle en violet. L'intelligence stratégique, si tu veux, même mal, tenter d'imaginer ce qui va te passer demain, eh ben, mets des sondes bleues là, tu les prends et tu vas les mettre à peu près partout. Et en réflexion stratégique, jeunes gens, je vais un tout petit peu vite. Quand j'anime des séminaires sur des business models avec mes clients, avec mes entreprises quand j'étais salarié, je prends la métaphore des camps de base de l'alpinisme. On fait un tour autour du cycle de Porter. Premier atelier, vision, mission, valeur. Oui, c'est le cadre de référence ou schéma de cohérence. Arrêtons de croire qu'il n'y a que L'Oréal et la NASA qui doivent avoir un cadre de référence. À titre perso, quand j'ai été licencié économique en 2013, il me restait 9 ans à bosser, hein, parce que la caisse de retraite tentait de me voler 3 ans de cotisation. En fait, j'ai dû tenir 6 ans. Quand tu es débarqué en licenciement économique à 56 ans, je peux te dire que ça fait mal. Eh bien oui, je me suis posé mes questions de vision, de mission et de valeur. Conchou, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu dois faire des 6 années qui te restent d'ici la retraite? En fait, c'était 9 à l'époque. Ben là, je me suis fait aider. Parce que ceux qui parlent de mieux de moi, c'est pas moi, c'est les clients, les anciens patrons et les anciens équipiers. Donc oui, sans vision, le reste ne pourra pas avoir de sens. Après, on attaque les DAS. Toujours exercice difficile, et dans vos entreprises, et dans le cycle ICG, sur le diagnostic que vous avez à faire sur une entreprise pendant les 18 mois. Qui sont mes clients des clients, mais ne rêvons pas, ces clients n'existent que parce qu'ils ont des besoins.
Et si vous n'êtes pas capable, si nous ne sommes pas capables de bien identifier les besoins, on va construire des DAS boiteux, qui sont mes concurrents directs. Mais ça ne suffit plus. Qui sont les concurrents indirects? Tu crois que les chauffeurs de taxi n'auraient pas apprécié de voir leur patron, au lieu de se mettre du fric dans les poches, mener une petite surveillance d'Uber aux États-Unis pour s'apercevoir qu'avant d'arriver en France, Uber commençait à tailler des croupières aux chauffeurs de taxi, aux compagnies de taxi aux États-Unis et ailleurs. C'est pas le pauvre gars salarié à son compte, auto-entrepreneur, qui pouvait, sauf s'il est curieux, sur Google, entre autres, voir ce qui risquait de se passer. Donc, voilà quoi, tes concurrents directs sont plus aujourd'hui le vrai danger. Le danger, c'est les concurrents indirects. On va mener un atelier numéro 4 sur la réflexion fournisseur, écosystème de fournisseurs. Oui, une start-up inconnue peut devenir ton fournisseur. On va petit à petit, vous le voyez, jeunes gens, transformer le mot impossible en possible. Et si on ne met pas ce processus en place, mieux définir ta vision, mieux cerner ce qui se passe autour de toi par de la business intelligence, allez, définitivement, j'emploie le terme intelligence stratégique, voire un peu prospective, tu ne pourras pas déclencher les risques et opportunités de l'atelier 5, tu ne pourras pas regarder de façon plus précise les barrières à l'entrée et les nouveaux entrants, et c'est par là qu'Uber va rentrer. C'est par là que les startups rentrent. Elles s'en fichent malheureusement de mourir parce qu'elles ont le courage de rentrer. Elles contestent les barrières à l'entrée. Ensuite, bah oui, quid des usages? Les technos, je m'en fous. Un client, il achète rarement une techno, sauf en transfert de technologie. Donc arrêtons d'être obnubilés. Je suis un technophile, j'adore ça, mais arrêtons d'être à, à tort centrés sur les technos. Ce sont les usages qui sont importants. Qu'est-ce que je vais faire de la techno et est-ce que je peux louer l'usage à mon client? Michelin, les fabricants de compresseurs en Allemagne. Ensuite, ben forcément, on va rentrer les performances fric. Et donc, tout ce travail-là, on est obligé de mettre en place donc, un processus d'intelligence donc, stratégique et de business intelligence. Et pourquoi, jeunes gens, je vais tout de suite vous mener à la réflexion de la prospective. C'est exactement la même chose. Voilà. Quelque part, ici, en prospective, on a 4 attitudes. La première, c'est la passivité. On surveille rien. Donc, on verra bien. Eh ben, les passifs, aujourd'hui, ils sont voués à disparaître. Le seul suspense, c'est quand. On est moins passif. On dit, bon, OK, il va se passer quelque chose. Je vénère les pompiers, ils sauvent des vies. Ils ont sauvé à 2 reprises ma maison parce que j'ai eu des départs de feu. Le premier, c'est un voisin qui l'a vu. Le deuxième, c'est coup de bol, je rentre à la minute près où le feu a démarré en haut de la cheminée, chez moi. Donc, réactivité, on espère qu'on n'est pas dans une zone rurale et que les pompiers interviendront dans les 5 à 10 minutes qui suivent, comme quand on fait un accident cardiaque. Si on est en milieu rural, c'est foutu. Donc, ça veut bien dire qu'il faut tenir compte de l'univers géographique dans lequel on est, et ça veut bien dire, tant mieux, qu'un des 5 critères de la segmentation du DAS, c'est les critères géographiques. Donc, si je ne veux pas être sous le risque de la passivité, je vais être ce qu'on appelle préactif. Le terme n'existe pas en français, une fois de plus. Pourquoi? Parce que les Français ont du retard en prospective. Ils tentent de le combler. Donc, être préactif, c'est ce que j'appelle, et je ne suis pas le seul, l'attitude de l'assureur. Je vais tenter d'imaginer ce qui peut se passer demain. Il n'y a pas un futur, il y a des scénarios de futur au pluriel possibles, estimés, voire souhaitables. Je vais y revenir. Préactivité, et il y a encore les gens qui sont encore plus loin, conspirateurs au sens noble du terme. Je vais tenter d'imaginer ce qui va se passer, mais je veux, pour répondre à la question extrêmement pertinente que vous m'avez posée, si je veux être plus intelligent que mon concurrent, non seulement je vais tenter d'imaginer ce qui va se passer, jeunes gens, et je vais répondre à la deuxième question dans la foulée, hein, mais je vais tenter de me préparer à transformer ces informations que j'ai glanées sur ce qui peut se passer demain et en faire un avantage concurrentiel. Donc, à droite, pardon,
par rapport à une problématique particulière. La matière première sur laquelle on va travailler pour surveiller le cycle de Porter, d'accord? Ce sont des données. Vous imaginez des cailloux, mais dans les cailloux, il y a tout. Il y a les fake news, et Dieu sait qu'on en est avec les complotistes, Covid oblige ou autre, on en est envahi. Il y a ce qu'on appelle les bruits qu'il faut analyser, ça n'a aucun sens. Donc, si tu ne sais pas les trier, tu es foutu. Et au milieu, n'est-ce pas, de cet amas, dans cette tonne de cailloux, de rochers, il y a peut-être une pépite. Il y a peut-être quelques paillettes d'or. Il y a peut-être un bout de diamant. Et ce bout de diamant, jeunes gens, il va falloir le faire remonter dans la pyramide, qui est en fait un triangle, du traitement, collecte, traitement, analyse, valorisation, validation et distribution auprès de qui de droit? Auprès des décisionnaires de l'entreprise. Donc, premier chemin, et on a besoin de compétences pour ça. Google, c'est vachement riche, mais ça ne suffit pas. Et donc, oui, j'ai recruté, et beaucoup de femmes qui sont brillantes dans ce domaine, des masters, voire des ingénieurs en intelligence stratégique et en prospective. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va transformer, pardon, les données en informations. On commence à les collecter, à les traiter. Et comment on transforme une donnée en information? Eh bien, on regarde à gauche et là-haut le schéma de cohérence de l'entreprise, sa vision et ses DAS. On va faire des analyses par rapport au choix des stratégies, intelligentes ou pas. Patrick, tu te trompes de touche, pardon, jeunes gens. Le but, soyons clairs, c'est d'aider à la décision, c'est de construire des scénarios, c'est de bâtir un plan stratégique qui comporte des plans d'action, dont les plans d'action du budget 2021, parce que 2021 est la première année du plan stratégique 2021, 2022, 2023. On rentre en production, calcul de ressources, quel est le business model qui me va bien, quels sont mes avantages concurrentiels, et on alimente là-haut la décision. Pour pas trop vous accabler, je n'en dirai pas plus sur intelligence stratégique et prospective. C'est la même chose, à quelque chose près, excepté ce raccourci. La dimension prospective introduit un outil qui est plus près de la boussole que du chronomètre, mais la logique est quasiment la même. Si je ne surveille rien en termes de litote, j'ai toutes les chances d'être surpris. Pour alimenter cette réflexion, je n'ai pas le droit de ne pas vous montrer, en effet, la dizaine de stratégies qui s'offrent à une entreprise pour construire un business model innovant et pour pouvoir transformer un facteur clé de succès en avantage concurrentiel. En effet, vous ne tombez pas dans le piège, mais beaucoup d'entreprises ne savent pas, excusez-moi, ne savent pas quelle est foncièrement la différence qu'il y a entre un facteur clé de succès et un avantage concurrentiel. Et ça, c'est dramatique. Quand tu vois que des grands patrons d'entreprise sont incapables de faire la différence, pour certains d'entre eux, entre les deux, il y a de sacrés soucis. Pour ça, je m'autorise à vous faire réfléchir sur, il y en a certainement plus, n'est-ce pas? Mais déjà, masquer les commandes. Parfait. Déjà, si on se souvient de cette dizaine de stratégies, une des questions des co-animateurs que vous êtes était, Patrick, comment on peut qualifier d'intelligente une stratégie? Moi, j'ai envie de dire, par défaut, je répète, c'est une stratégie qui nous permet de conserver des avantages concurrentiels vis-à-vis de mes concurrents directs ou indirects ou nouveaux entrants, qui me permet de continuer à satisfaire les besoins du client. J'ai beau ne jamais être le moins cher sur un domaine d'activité stratégique, si mon client me reconnaît une capacité d'innovation que mes concurrents n'ont pas, il va me garder. Il va peut-être pas me filer 30% de part de marché, mais de toute manière, j'en veux pas. Si le client est important,
il est trop dangereux d'avoir 30% de part de marché. Je préfère avoir 5% parce que si je le perds, l'impact sur le BFR et sur la stratégie de mon entreprise sera moindre. Donc, plusieurs stratégies nous viennent à l'esprit. Donc, je reviens, pardon. Un DAS, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, c'est un regroupement de clients, de non-clients, pourquoi pas, de prospects, pourquoi pas, de suspects, pourquoi pas. Et comment on les a regroupés? On les a regroupés parce que déjà, premier critère, ils ont les mêmes besoins. Ça veut dire que si tu ne sais pas segmenter, tu mets dans le DAS des clients qui n'ont pas les mêmes besoins, ta segmentation, elle ne va pas tenir longtemps. Et comme la segmentation stratégique, les DAS, c'est le socle de l'exécution d'une vision et d'une stratégie, si tes briques sont bancales, ça va rester des cailloux, ça ne va pas être un mur et tu ne pourras pas y construire une cathédrale dessus parce que tout va s'effondrer. Donc, il faut regrouper, à condition de bien les avoir cernés, les besoins. Il faut quelque part avoir identifié ce que j'appelle les expertises discriminantes pour survivre dans le DAS. Quels sont les technos qu'il me faut? Quels sont les usages qu'il me faut? Quelles sont les compétences qu'il me faut? Quels sont les savoirs qu'il me faut? Ensuite, critère qui est le nerf de la guerre d'Amazon, dont on a déjà parlé, la chaîne logistique, le supply chain management ou la chaîne de la valeur. Comment? Quel est le choix que je vais faire pour distribuer, vendre mes produits? Web, magasin physique plus web, c'est-à-dire phygital. Est-ce que je suis capable de faire mieux qu'Amazon Prime? Ben, si je ne suis pas capable, soit je m'associe avec lui, soit je refuse d'aller sur des DAS. Si tu n'es pas capable de livrer des pièces automobiles à 10 minutes près à l'usine Renault-Flin à 17h15, plus ou moins 15 minutes à la porte 8 du bâtiment H, change de DAS, mon mec. Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais à faire ça. Donc, apprends à le faire avec d'autres. Donc, un facteur clé de succès, dernier critère du DAS, veuillez m'excuser, là, le critère géographique. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre un terme scolaire, on a identifié le jeu des concurrents et comment nous, on peut jouer avec eux. Un facteur clé de succès, je vais prendre un raccourci, ne m'en voulez pas, 10 sur 20. Comme nos gamins, 10 sur 20. Tu as le droit de passer l'oral, mon gars. Mais avec 10 sur 20, tu ne vas pas gagner ta vie. Tu ne vas pas passer l'oral. Tu n'auras pas d'avantage concurrentiel. Parce que si on veut damer le pion à un concurrent, ce n'est pas 10 sur 20 qu'il faut. C'est 18, 19, 17, 15 sur 20. Et donc, comment on transforme un facteur clé de succès en avantage concurrentiel? Eh bien, on va chercher la bonne stratégie. Volume-prix. J'écrase mes concurrents par le volume que je suis capable de produire, donc par le prix, parce que plus je produis, moins je vends a priori cher et plus je continue à gagner de l'argent. Petit a, on verra, c'est la légende que j'ai mis, Michael Porter. Si je ne peux pas faire du volume-prix, toujours Michael Porter, je vais faire du savoir-faire différenciateur. Si je ne peux pas faire du savoir-faire différenciateur, vous en avez toutes et tous entendu parler, je vais faire de la stratégie de niche ou de focalisation. La boisson énergisante inventée par l'Autrichien Red Bull, avant Coca-Cola, me semble-t-il, leader mondial, il s'est attaqué à un tout petit bout de marché qui pesait rien pour y faire une boisson énergétique. Donc, il a bien choisi une stratégie, n'est-ce pas, permettant de gagner des parts de marché, voire de réussir. Supériorité produit, excellence opérationnelle, intimité de la relation client. Petit b, ça c'est un retour d'expérience extrêmement brillant de chercheurs en management qui sont allés essayer de comprendre pourquoi des sociétés, pas trop malheureusement, excellaient sur leur domaine d'activité stratégique, là où la plupart souffraient et disparaissaient. Elles ont toutes fait le choix, non pas d'être bonnes. Bon partout, ça veut dire nul partout, quoi, soyons clairs. Elles ont toutes fait le choix d'être excellentes dans une des 3 stratégies clés que j'ai citées, encore en traduction de leurs travaux anglo-saxons. Force est de constater que les anglo-saxons sont meilleurs que d'autres pays européens dans cette analyse. Supériorité produit, mon produit, il écrase, je fais court, il écrase ceux de la concurrence. On y retrouve des Intel, on y retrouve du Microsoft, on y retrouve de l'Apple, mais pas partout. Les produits Apple ne sont pas très supérieurs au marché dans tous les DAS, pas très supérieurs aux concurrents. Pour preuve, Huawei
est devenu numéro 2 mondial des smartphones en passant devant Apple et, sauf erreur, ils viennent de passer devant Samsung. Donc voilà, Samsung, Apple, numéro 2, numéro 3, encore sur le podium des smartphones, mais jusqu'à quand? Si je ne suis pas en supériorité produit, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, d'être en excellence opérationnelle. J'ai inventé un business model qui détrône de façon extrêmement intelligente ceux de mes concurrents. Je m'appelle Dell, j'ai décidé de ne pas concevoir, de ne pas fabriquer, de ne pas vendre les ordinateurs comme tous mes concurrents. Je m'appelle IKEA et je suis leader mondial. J'ai décidé de ne pas concevoir, de ne pas produire, de ne pas vendre des meubles comme tout le monde. Et pour preuve, je vends des kits. Si je ne peux pas faire ça, intimité de la relation client, je m'appelle, alors qu'on aime ou n'aime pas, mon produit, finalement, il n'a rien de génial, il n'est pas très supérieur aux autres, je n'ai pas un modèle très innovant en termes de conception et production, par contre, j'ai plein de clients fidèles. Intimité de la relation client, c'est notamment les chaînes de magasins Nature et Découverte. On aime ou on n'aime pas, ils vendent des objets bien plus chers, je me fais avoir comme beaucoup, parce qu'autour de l'objet, ils racontent une histoire. Autre exemple d'intimité de la relation client, on aime ou on n'aime pas, jeunes gens, Starbucks. Ouais, je vais de temps en temps dans des Starbucks, mais c'est surtout pas pour y prendre un excellent café. Il est imbuvable. Et c'est pas parce qu'on me met Patrick au feutre sur mon gobelet que le café va être bon. Si je veux prendre un excellent café en supériorité produit, je vais dans un espresso, hein, chez Nestlé, ou je vais chez un torréfacteur. Par contre, intimité de la relation client, il y a une ambiance particulière, peut-être nostalgique pour moi, parce que j'ai 63 ans, c'est Starbucks. On va un tout petit peu plus loin. Je vous ai parlé de Stratégie Océan Bleu et Cap sur l'Océan Bleu. Deux ouvrages remarquables, deux modes de pensée remarquables. En faisant court, si vous ne connaissez pas, mais je n'ai pas du tout la prétention d'imaginer que vous ne le connaissez pas. Plutôt d'aller se battre sur l'océan rouge, là où les requins se bouffent entre eux, la métaphore ou l'allégorie de la concurrence, trouvons-nous un bout de lagon où les requins n'ont pas vu, où il n'y a que les requins à pointe noire qui ne bouffent pas les hommes. Donc voilà quoi, trouvons-nous. Alors vous allez me dire, Patrick, c'est proche de focalisation ou stratégie de niche, si vous voulez. Économie de la fonctionnalité, j'en ai parlé, n'est-ce pas? C'est, je vais louer l'usage que mes clients vont faire du produit, mais je ne vends plus mon produit. Michelin, fabricant de compresseurs. Contestabilité, l'approche des startups qui vont rentrer, n'est-ce pas, par les barrières à l'entrée. Contournement, encerclement. Je me suis forcé, et j'ai bien fait, à lire un bouquin remarquable qui a été fait récemment par un des conseillers des gouvernements. Je ne suis pas très politique, mais le mec, je me suis renseigné, j'ai un peu flirté sur le web. C'est un mec sérieux, il a analysé la genèse de Huawei. Et j'en avais marre d'entendre des complotistes critiquer Huawei. Donc j'ai voulu avoir un œil un petit peu plus avisé. Et ce bouquin est remarquable, c'est le succès planétaire de Huawei. Le mec, OK, il a travaillé dans l'armée chinoise, à 43 ans, il crée la start-up Huawei. Personne ne voulait de lui dans les appels d'offres à l'époque du téléphone à fil, parce que tous les grands groupes d'État chinois répondaient aux appels d'offres des mégalopoles, et il y avait de temps en temps un groupe étranger. Eh ben, c'est évident, n'est-ce pas, comme partout, hein, quand on voit la bande de velcro, on dit: «Ouais, c'est évident», mais ces mecs, ils sont brillants. Moi, je les admire, hein. Comme il ne pouvait pas répondre aux appels d'offres des grandes villes, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné en zone rurale. Alors, je vous rassure, hein, un village en Chine, c'est peut-être encore 2 à 3 millions d'habitants. Et comme personne ne voulait équiper les zones plus éloignées des métropoles en téléphone à fil, Huawei s'est installé. Et c'est là que j'ai effectivement pris la liberté d'appeler ça stratégie de contournement et d'encerclement. Parce que quand les grands groupes se sont goinfrés, pardon pour le terme, en équipant les grandes métropoles, ils ont voulu gagner leur vie sur d'autres DAS, un peu plus loin. Trop tard, Huawei était là, il les avait encerclés. Ils sont devenus leaders chinois et sur plusieurs autres DAS, ils sont leaders mondiaux. Dernière stratégie, assez récent,
je ne vais pas vous le développer. Allez donc voir sur internet ce que sont les entreprises à mission. Danone est la seule société du CAC 40 de la bourse sur Paris à avoir annoncé que dès le schéma de cohérence, il rentrait la stratégie entreprise à mission et voulait être homologué par le seul organisme de certification mondiale sur ce qu'on appelle les entreprises à mission, et c'est la certification s'appelle B Corp. B, plus loin, Corp comme corporation. Voilà. Heureusement, jeunes gens, quand j'ai fait l'ICG, moi, bon, j'étais directeur du développement industriel d'Orangina, filiale de Pernod Ricard. Porter ne m'avait permis, comme mes collègues, de ne connaître que les 3 premières stratégies. Mais heureusement, bon Dieu, que bon, je continue à bosser, je continue à m'instruire, je continue, à me documenter, je continue à animer des séminaires. Vous me faites progresser puisque partager avec vous me permet de continuer à apprendre. Ben voilà quoi. Heu, voilà la dizaine de stratégies que l'on a par DAS pour transformer un avantage, pour transformer un facteur clé de succès 10 sur 20 en avantage concurrentiel 16 sur 20. Je reviens à une question de Lavenne. Conduit du changement auprès de salariés. Qu'en est-il des grandes entreprises françaises? Ah! Oh, merci. Merci Lavenne pour cette question. Euh, alors, je vais être humble. Ayant passé 40 ans de ma vie à accompagner le changement, parce que très souvent, les PDG qui me recrutaient avaient bien vu que je n'avais pas du tout travaillé dans leur univers professionnel, que je n'avais jamais assumé les fonctions pour lesquelles ils me recrutaient. Donc pour moi, survivre dans des univers où tu ne connais rien, c'est te forcer à penser à l'envers, forcer à penser en matriciel. Vous avez raison. Si on se connaît, si on était en salle ou si on était en séminaire, je vous aurais déjà tutoyé, puisque ancien ICG et vous, futur ICG. Vous avez raison, tu as raison. Déjà, de quoi parlons-nous en parlant de changement? Comme j'ai démarré en retard, sauf s'il y a des questions, je reste en ligne, ne vous tracassez pas, je ne suis pas là pour abuser de votre temps. De quoi parlons-nous quand nous parlons changement? Déjà, c'est une question qui n'est pas gratuite. Comme quand je challenge ou je challengeais mes équipes, mes clients, en leur disant qui sont tes clients? Et là, tu t'aperçois qu'il y a peut-être un silence abyssal, quoi. Mais oui, parce que la question, elle est cruciale et elle n'est pas souvent posée. Donc, de quel changement parlons-nous? Moi, qui ai vécu des univers professionnels différents, quand je suis arrivé, alors, pas chez Orangina, parce que j'avais une petite année de Shell en tant qu'ingénieur débutant, je n'étais même pas ingénieur, j'avais un diplôme, mais je voulais bosser, donc je faisais les 3-8. Quand j'ai rejoint le monde des transferts de technologie, le groupe américain Battelle, premier client mondial, la NASA, premier client européen, Ariane Espace, vous imaginez quoi. Mais pourquoi ils m'ont recruté? Bah, ils m'ont recruté parce que la perte des gros contrats ministériels, la chute du mur de Berlin, fait que, en Allemagne notamment, ils bossaient qu'avec l'ex-RFA, République fédérale allemande, ministère de l'Industrie, ministère de la Recherche, ministère des Armées. Puis du jour au lendemain, ils ont reçu un fax, ouais, désolé, hein, ce n'était pas encore le web, en disant le budget de l'année prochaine n'est pas reconduit. Donc pourquoi j'évoque ça? Parce que lorsqu'ils m'ont recruté, ils ont souhaité se diversifier dans certaines DAS, dont l'agroalimentaire, des L'Oréal et des choses comme ça. Ils avaient beau être leader mondial dans les transferts de technologie, jeunes gens, ils appelaient changement des choses qui n'en étaient pas pour moi. Par quoi? Parce que un changement dont tu as vécu un tout petit peu l'existence dans un autre univers, un changement que tu as détecté par l'intelligence stratégique et par la prospective, quand il arrive ce changement, mais tu n'es pas démantelé complètement. Tu es un peu mieux préparé en termes de préactivité, en termes de proactivité. Donc, il est important, un,
et c'est mon obsession depuis que je bosse, de surveiller un petit peu ce qui se passe autour de soi. Alors, soit on googleise et ça suffit, mais ne rêvons pas, à un moment donné, il faut rentrer des vraies compétences, compétences que je n'ai pas. Donc, j'allais recruter des hommes et des femmes qui savent faire de l'intelligence stratégique. Donc, il est majeur de définir déjà les changements. Pourquoi? Parce que quand on va décliner, si vous faites le cycle ICG, je ne sais pas si c'est moi qui vais animer le séminaire management du changement, mais on a une vingtaine de méthodes. Je parle pas en 2 jours de la vingtaine de méthodes, mais je les cite pour vous laisser l'opportunité d'y aller. Et ces méthodes d'accompagnement du changement, il est important de les connaître. Parce que l'effet Covid, et vous avez parfaitement raison, Lavenne, on voit le comportement, l'archaïsme du mode de pensée de certains N plus 1 qui subitement, n'ayant plus la mainmise physique sur les hommes et les femmes de leur équipe, sont désemparés parce qu'ils confondent efficacité et efficience. Moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, j'en ai rien à ficher que vous passiez 10 heures au bureau. Moi, ce que je veux, c'est que vous teniez vos objectifs, les résultats, et que vous mettiez les ressources requises. Et je suis là pour mesurer votre efficacité, c'est-à-dire les résultats que vous obtenez par rapport aux objectifs en haut du triangle que nous avons construit ensemble. Ça, c'est l'efficacité. Et ensuite, libre à vous. En bas du triangle à gauche, il y a les ressources, les moyens. Et la manière avec laquelle on va mesurer vos résultats aux moyens que vous avez mis en œuvre, ça s'appelle l'efficience. Et bon Dieu, si vous êtes plus efficient que moi, qu'à ressources identiques, vous êtes capable de finir votre chantier 4 heures avant moi, mais foutez le camp, rentrez chez vous, allez faire du sport. Donc, quelque part, il faut absolument détecter les objectifs que l'on va se donner en ayant, petit 1, identifié quel est le type de changement auquel on doit faire face. Et oui, parce que si tu identifies mal la typologie du changement, tu vas aller chercher un outil dans ta boîte à outils autour du marteau, rappelez-vous, et tu vas commettre une erreur, parce que cet outil, il marche bien sur certains types de changements, mais pas sur d'autres. Donc, commençons déjà par identifier les causes du changement. Si on ne fait pas ce travail-là, non seulement on va se tromper sur l'outil, sur la méthode, sur l'accompagnement, sur le réseau, quelqu'un qui va nous aider à mieux gérer le changement parce qu'il a vécu dans son entreprise, mais en plus, à chaque type de changement apparaissent des freins au changement différents. Donc, si on n'a pas identifié la cause, si on n'a pas identifié la typologie, même floue, du changement, on va aller chercher un outil qui ne va pas forcément fonctionner, mais pire que ça, on ne va même pas identifier de façon oui, on ne va pas identifier de façon anticipatrice les différents freins au changement qui vont se poser à nous de façon irrévocable dans tout accompagnement du changement. Donc, si j'avais quelque part j'aime pas trop simplifier, mais il faut, en management du changement, et je lis mes notes, pourquoi jeunes gens? Parce que je m'attendais à des questions aussi percutantes que les vôtres. Le top 10 de management du changement, c'est bien illusoire d'oser simplifier ça par un top 10. Mais néanmoins, c'est pas faux, c'est certainement incomplet. Première approche, je lis mes notes, hein, ne m'en voulez pas. Schéma de cohérence, obligatoire. Que tu sois start-up, que tu sois individu, que tu aies envie de créer ta boîte demain, on te nomme patron d'une filiale, on te demande de prendre en charge un DAS en créant une entreprise et en la mettant à l'extérieur, un essaimage. Quel est ton schéma de cohérence? Vision, mission, valeur. 2, majeur pour l'accompagnement du changement et pour vous répondre, Lavenne et chers collègues. 2, quel est le contexte? Parce que le contexte dans lequel le changement identifié va apparaître va avoir une importance considérable aussi sur la prévision des plans d'action, des méthodes qu'on va utiliser pour atténuer le changement. Prenons simplement, ce n'est pas dans l'urgence de la perte d'un client parce que subitement la marge devient négative qu'on doit se préparer à un plan B.
il faut qu'on ait déjà préempté le territoire des scénarios possibles. Ma marge est confortable, elle est de 6 points, elle bascule tout doucement en dessous des 2. C'est pas quand, prix de vente sera inférieur à coût de revient que je vais m'alerter. Donc quel est le contexte? Troisième étape, et j'en ai parlé, et bravo de m'avoir posé la question, quelles sont les origines et les objectifs du changement? Plusieurs approches du changement, notamment une que j'apprécie beaucoup, mais il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas une méthode universelle, vous imaginez, ça se saurait. Cotter, qui a passé sa vie à travailler sur l'accompagnement du changement, il a mis en place un modèle en 8 étapes. Et la première étape, c'est quelque part, origine et objectif du changement, c'est le justifier, non, justifier c'est négatif, pardon. Commenter le changement comme étant inévitable en mobilisant les actions par rapport à l'urgence du changement. Ça, c'est effectivement très important. Quatrième point, quelle est la problématique, même si on l'a esquissé dans les 3 premiers points, et quels sont les domaines qui vont être impactés par le changement? Prenez encore les exemples trop fréquents encore aujourd'hui, au XXIe siècle, de sociétés, parmi les grands groupes en plus, qui t'implantent un nouveau système d'information, un CRM, Customer Relationship Management, un PLM parce qu'ils produisent du prototypage et ils sont en prod, de la GPAO, gestion de production assistée par ordinateur, bref, des ERP, tout ce que vous voulez. Et les gens tombent dans le piège de la persuasion négative des implémentateurs et des concepteurs de logiciels en disant ouais, je vais mettre le logiciel, tout de suite ça va aller bien quand je vais brancher sur mon barco et je vais avoir mon plan stratégique. Mais pauvre idiot, si tu mets un système d'information sur un nid organisationnel poussiéreux, tu auras dépensé une fortune et tu auras des moins bons résultats, voire tu peux flinguer l'entreprise par rapport à tes vieux tableaux Excel, parce que la différence, je ne défends pas les tableaux Excel, parce que les gens sur le terrain, ils se sont adaptés par rapport à l'inadaptation permanente de certaines directions générales. Je suis un peu rebelle. Cinquièmement, majeur, quelles sont les cartographies? Autrement dit, c'est quoi l'état actuel? Avant de parler de changement, c'est quoi l'état actuel? Et on te décrit l'entreprise en disant ouais, ben aujourd'hui, c'est ça mon entreprise. N'accepte jamais ça. Tu vas sur le terrain avec des gens qui ont l'habitude et des néophytes, des yeux de candides qui n'y connaissent rien à ton métier. Pourquoi? Parce qu'entre l'idée qu'on va te décrire de l'entreprise et ce que tu vas voir toi dans l'atelier, il va y avoir un gap. Et ce gap, hein, il va être ce gap va être important et on a intérêt à mesurer, jamais de façon complète, mais n'acceptons jamais, en respectant PDG, DG, directeur d'usine, chef de service, n'acceptons jamais de considérer que ce qu'il décrit est la vraie vie. La carte n'est pas le territoire. Quelqu'un de très doué le disait. J'ai chippé en allant en Afrique. J'aime bien montrer aux gens avec qui je partage 2 jours, 4 jours de séminaire que quelque part, ben, j'ai tenté de prendre connaissance de leur trombinoscope, de leur entreprise. Et je suis tombé sur des proverbes africains que j'adorais, mais qui sont remarquables sur ceux qu'on est en train d'aborder, jeunes gens, le changement. Et il y en a un qui est d'une puissance inouïe, qui les a beaucoup fait réfléchir. L'ombre du zèbre n'est pas rayée. L'ombre du zèbre n'est pas rayée. Donc, n'acceptons pas qu'on nous dise que l'entreprise, elle en est là, T0. On va aller sur le terrain. Quand je suis dans le conseil, je facture cette prestation. C'est un état des lieux. Minimum, j'aime pas le terme diag et audit, il est prétentieux parfois. Rapport d'étonnement. Monsieur le patron, tu m'as dit que ta société c'était ça. Ça fait une semaine que je suis sur le terrain. C'est pas tout à fait ça. Et tant mieux, parce que s'il y a un écart entre le supposé et ce qu'on a vu, qui n'est même pas le réel, hein, c'est l'image du réel. S'il y a un écart, on va générer des plans d'action de progrès, des PAP. Et si on génère des plans d'action de progrès, c'est mieux. Et donc, ce n'est que quand on fait ce petit état des lieux, qui est l'étape 5 de cartographie initiale, qu'on là, on va se projeter dans 2021-2022. Parce que si on fait le grand écart entre le supposé et ce qu'on veut être demain, sans être passé par la case, mais voilà ce qu'on est vraiment, on n'y arrivera pas.
on n'y arrivera pas. Donc, étape 5, cartographie, supposée et réelle. Étape 6, identification des causes de résistance possibles. Eh oui, eh oui, le Covid a révélé qu'il y avait quand même un archaïsme de pensée dans certaines entreprises et dans d'autres cas, soyons clairs, j'ai un ami qui travaille dans une grosse société d'ingénierie du pétrole dont je tairai le nom par décence. Le Covid a révélé que l'entreprise dépensait un fric fou inutile, sur des missions et des déplacements professionnels sur les 5 continents, soi-disant pour acheter de façon correcte ou négocier de façon correcte. Ils l'ont fait par Zoom. Et je ne suis pas très Zoom, n'est-ce pas? Je préfère le présentiel, mais vous facilitez ma tâche. Euh, eh bien, ils ont généré des économies considérables. Ou d'autres, vous le savez, qui ont vendu ou sont en train de vendre leurs bureaux parce qu'ils s'aperçoivent que la délocalisation géographique, les gens qui ont des racines dans leurs bureaux et les bureaux dans la moquette, c'est peut-être fini, quoi. Voilà, nouveau modèle de pensée. Donc, étape 6, identification des causes de résistance possibles. Des causes, hein, pas des effets, hein. Il faut trouver les causes. Parce que si on agit que sur les effets, il y a une fuite d'eau, je vais passer ma serpillière, je suis satisfait, il n'y a plus de fuite d'eau. Ouais, mais le lendemain matin, elle y est à nouveau. Donc les causes. Et pourquoi? Parce qu'en ayant identifié les causes des freins au changement, on va pouvoir trouver le bon outil ou la combinaison de bons outils, de bons modèles. Étape 7, ben oui, gaffe aux erreurs, aux croyances, au retour d'expérience amont. Ouais, ça marche pas, ouais, c'est pas urgent, ouais, on survivra, on a toujours survécu, ouais, on fait tout ça depuis 15 ans. Ouais, d'accord. Ça, c'est à intégrer dans le processus de changement. Et le Covid, c'est la première fois qu'il nous tombe sur le coin de la figure, puisque la dernière fois, c'était la dramatique grippe espagnole, dont d'ailleurs le nombre de morts oscille de façon considérable, entre 5 et 15 millions de décès. Après avoir vu erreurs et croyances en amont du changement, il faut faire le même travail prédictif. Quelles sont les erreurs, les croyances et les freins qui vont apparaître pendant mon accompagnement du changement? Accompagnement du changement qui, selon le périmètre, peut durer des semaines, des mois, voire des années, voire des sociétés qui n'ont même pas eu le temps de finir de changer puisqu'elles sont disparues avant. Après, on va tenter d'anticiper, on a vu l'amont, l'avant, le pendant, mais on va regarder l'aval, l'après. C'est ce qu'on appelle l'ancrage du changement. Qu'est-ce que je fais pour verrouiller et que ma sphère que j'ai montée vers le zéro défaut, vers le changement à peu près réussi, il ne faut pas que je parte le vendredi sans la caler parce que le week-end, elle va redescendre et le lundi, on va repartir encore plus bas. Et une fois qu'on a fait ces 9 étapes, on peut, de façon moins maladroite, choisir le ou les modèles d'accompagnement du changement, le ou les plans d'action prioritaires. Donc voilà ce que, quelque part, je proposais, sur vos 2 questions très, très puissantes, hein, chers collègues. Pardon. Qu'est-ce qu'une stratégie intelligente? Sacrée philosophie. Et comment, particulièrement dans les grands groupes, on affronte ou on doit affronter l'accompagnement du changement. Une de vos collègues qui est en cycle ICG, donc je tairai son nom, je tairai le nom du très grand groupe, elle vient d'être recrutée pour, quelque part, mettre en place une structure d'open innovation dans ce groupe. Bon, déjà, j'ai été bluffé parce que je pensais que ce groupe-là avait déjà entamé la démarche. Non, non, pas du tout. Et cette pauvre fille, que je respecte, hein, on l'avait déjà dans sa période d'essai, probablement enfermée dans un objectif et un espace d'oxygénation qui allait la priver de, j'espère me tromper, pour qu'elle réussisse sa période d'essai et qu'elle garde son CDI. Mais vu la nature des questions posées, j'ai pas osé la décourager, mais je pense que son environnement ne lui permet pas, ne lui permettra pas, et j'espère, je répète, me tromper pour qu'elle garde son job, de conduire, vu le gigantisme du groupe, conduire une action d'open innovation, parce que les freins au changement, ils vont être au-dessus, partout autour.
ils ne répondent pas. Si j'ai associé Open Innovation et changement, c'est bien parce que les deux sont liés. Voilà ce que je vois une question de Nguyen, non, de Uao. Jeunes gens, je vais vous remettre à l'écran, en plus, je répète, donc de la possibilité que vous avez de venir me poser quelques questions sur ce que vous appelez sur Bboard les experts fonctionnels. Je répète, moi, je suis un modeste bricoleur du changement, de l'innovation, des business models. Bon, ça fait 40 ans que je bricole, hein. Bon, j'ai quelques réussites, bien évidemment, mais si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vais vous remettre à l'écran uniquement mon adresse mail, si elle vous est utile. Donc, voilà. Donc, en dépit du rythme, tiens, il y a peut-être une erreur, Orange s'est attaché, hein. Donc voilà l'adresse mail à laquelle vous pouvez me poser quelques questions. Par contre, comme j'ai croisé, vous le devinez, de 92 à 2008, j'ai fait une halte parce que l'IFG avait été acheté par un groupe américain, Lauréate. J'ai rien contre les groupes américains, mais ils ont tout passé en MOOC et en e-learning. Avant de les vendre d'ailleurs, et d'être repris par l'INSEC. Donc j'ai arrêté de 2008 à 2016 mes animations. J'ai repris en rencontrant Jean Alessandri, qui est un type exceptionnel et qui fait partie un peu comme moi des anciens, on va dire. Et donc pour animer les deux séminaires que j'ai cités sur des cycles ICG essentiellement, donc prospective et business model Caneva et management du changement et de l'innovation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelques questions complémentaires, posez-les-moi. Mais oui, c'était ce que je voulais dire, ne m'en voulez pas. Donnez-moi bien sûr vos noms et prénoms et mettez-moi au moins quelque part dans le mail, même s'il est lapidaire, hein, vous n'êtes pas là pour faire du texte, qu'on s'est croisé lors du webinaire du 2 décembre. Ça m'aidera à mieux vous répondre parce que vous le devinez, je reçois pas mal de sollicitations. Voilà ce que je vous proposais. J'espère ne pas avoir été trop bavard. C'est vrai que je préfère l'interactivité par du son, ce que je vais voir parce que un tel webinaire, je crains que le son ait été verrouillé lors de la création de la salle par l'IFG. Je vais voir avec Charlotte, qui est une fille très compétente et très adorable, très empathique aussi, pour que la fois prochaine, s'il y a moins de, j'en sais rien, 49 personnes, c'était le cas ce soir, hein, vous n'étiez pas très nombreux, mais la quintessence était là, de pouvoir activer le son et vous permettre de vous exprimer. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être tenter permettre de parler, permettre de parler, permettre de parler. Est-ce que quelque part, vous m'entendez toujours? Et s'il vous plaît, lorsque vous activez votre micro, pour au moins terminer un petit peu le tour de table, est-ce que quelque part, vous souhaitez vous exprimer et m'aider à conclure? Joao, Lavenne, Vincent, vous avez, normalement, j'ai activé votre micro. Lavenne. Oui, bonsoir, Norotiana Laven. Écoutez, Bonsoir. merci pour votre intervention. Vous avez répondu à ma question et à mes attentes, donc merci et bonne soirée. Ouais, écoutez, vous êtes adorable. J'ai fait au mieux et vous n'avez pas à me remercier. Je suis là pour partager comme on m'a permis de le faire quand j'ai fait l'ICG comme vous. Au revoir, Lavenne. À bientôt. Au revoir, merci. Merci. Huao, Vincent, est-ce que vous souhaitez prendre la parole?
Vincent. Oui. Oui, UA ou Vincent, l'un des deux. Merci de vous entendre. Oui, oui, merci beaucoup d'intervention et voilà, c'est clair ce que vous expliquez. Merci, au revoir, bonne soirée. Salut, Et à bientôt. Bonne suite de oui, cyclisme. à bientôt, oui. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, UA. Oui, merci. Vincent. Oui. Oui, bonsoir Patrick. Oui, Merci. bonsoir Vincent. Merci encore en tout cas pour ce webinaire qui j'ai trouvé enrichissant. En tout cas, les thèmes abordés et la réponse aux différentes questions que j'ai eu à poser à travers le chat. En tout cas, les réponses sont satisfaisantes. Maintenant, ma préoccupation, c'était de savoir ces supports-là, est-ce qu'on pourrait les avoir? Alors, Vincent, je vais, pour ça, je vais, on peut se tutoyer. Hein. Tu fais quel cycle, l'ICG ou un autre parcours? ICG, promotion d'Abidjan. Ah, mais parce que tu sais que je suis venu animer en septembre 2019. Je suis retourné animer, Vincent, en octobre 2020, là, avant un petit peu les turbulences que vous avez subies. Et j'espère que ça s'est calmé et qu'il n'y aura plus de problèmes. Et j'ai animé pendant 15 jours 2 autres séminaires, en fait, les 2 dont je t'ai parlé, avec tes collègues, mais que par Zoom, et ils étaient de 9 pays différents. De quelle promo es-tu, toi? La promo de 2019, mais avec toi, on a fait la session de octobre. Ah! En présentiel. Ah, ben écoute, génial Vincent, pardon, comme j'ai trop de noms, je ne t'ai pas reconnu, mille merci. Écoute Vincent, normalement, sauf problème de test Covid négatif, mais pour le moment, bah, ils n'ont jamais été négatifs, sauf, et je ne le souhaite pas, problème politique sur Abidjan, Souila et Jean m'ont demandé de retourner au mois de décembre. Donc, je vais animer avec toi et tes collègues donc le deuxième séminaire qui sera Management du changement et de l'innovation. C'est ça, effectivement, nous avons reçu le programme. Voilà, ça veut dire que tu auras ces supports, mais par contre, s'il te plaît, Vincent, envoie-moi un petit mail pour que je t'envoie les supports sur lesquels ce soir j'ai appuyé certaines réponses. D'accord, c'est noté. Merci bien, Patrick. Excellent, pardon Vincent. Et puis tu vois, j'ai pas osé remettre le son. Donc maintenant, en fait, quand on n'est pas nombreux, c'est quand même plus intelligent de mettre le son. Je suis désolé de ne pas avoir osé le faire. J'avais peur de me déconnecter du webinaire. Pas de souci. Merci encore, Patrick. Salut à toi et donc au plaisir de te revoir au mois de décembre. Tout à fait. Ciao, bonne soirée. Merci.